Voilà, ce qui permettra aux absents et aux absentes, et à vous aussi si ça vous intéresse, d'avoir un replay. Très bien. Je vais me présenter brièvement et puis je vais présenter aussi les intervenantes. Je m'appelle Alexia Sena, vous connaissez peut-être. J'ai fondé Joyeux Bazar il y a un peu plus de 4 ans, qui était à la base un podcast qui parle de double culture. Et puis, il se trouve qu'à force d'avoir ces conversations, je me suis dit que ce serait très bien de pouvoir les avoir aussi en entreprise, des conversations où on ne cherche pas forcément à avoir tort, raison, mais où on vient simplement discuter, se questionner ensemble, douter ensemble aussi. Et donc, c'est ce que je pose en entreprise aujourd'hui à travers de la formation, du conseil, de la sensibilisation beaucoup sur les différences, sur l'inconfort que créent ces différences chez chacun, chacune d'entre nous, et sur qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux, qu'on arrive à en parler, qu'on arrive à travailler ensemble. Et aujourd'hui, pour parler de diversity fatigue, j'ai la joie, donc je présente mon écran là, d'être accompagnée par Camille Fan et par Christelle. Alors, je ne sais pas si Christelle s'est connectée, je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Bon, si ce n'est pas le cas, elle nous rejoindra. Donc, je fais rapidement les présentations et puis vous aurez la chance de les entendre aussi elles-mêmes. Donc, Camille, tu es directrice de la RSE chez Akeneo. Donc, Akeneo, c'est une entreprise internationale qui crée en fait des logiciels d'expérience produit pour les marques, adaptés à tous les canaux de vente des marques en question. Et donc, toi, dans ta besace, il y a la diversité, évidemment, l'égalité, l'inclusion, il y a l'impact environnemental aussi, avec notamment, mais pas que, notamment voilà, des objectifs de réduire l'empreinte carbone par salarié au sein de cette entreprise-là, et l'objectif aussi d'améliorer l'indice d'égalité des genres. Et Christelle Rogelat-Calipé est DRH de Benebono. Alors, Benebono, c'est une start-up française engagée qui nous permet de sauver de bons et beaux produits du gaspillage alimentaire tout en les payant moins cher. Donc, c'est un win-win. Christelle, tu as 16 ans d'expérience en RH, essentiellement dans la tech, dans le secteur de la tech, on va en parler aussi. Tu te définis comme militante active de la diversité et de l'inclusion. Tu as créé un collectif essentiellement de RH, de personnes qui travaillent en RH, qui s'appelle Idea Pact. Et l'idée, c'est de prendre des engagements très concrets pour une meilleure inclusion en entreprise. Puis on va en parler aussi très active sur LinkedIn, notamment sur les questions de racisme. Voilà pour mes invités du jour, pour mes intervenantes du jour. Alors, j'arrête le partage. On va rentrer, on va plonger dans le vif du sujet et on va commencer par comprendre un peu mieux de quoi on parle. Et moi, je vais vous proposer une définition de la diversity fatigue, hein. J'en ai posé quelques-unes sur LinkedIn, quand vous êtes inscrit dans le champ libre qui vous était laissé. Il y a des personnes aussi qui m'ont posé des définitions. Donc, je vais vous poser celle qui me vient en tête. Hop, je repartage. Hop, mon écran. Voilà. OK, voilà. J'ai un bug de slide, donc je j'ai pas ma définition qui s'affiche, mais qu'à cela ne tienne. Donc, la définition que je vous partage, c'est une forme d'épuisement, de lassitude, de découragement, qui est propre en fait aux fonctions diversité et inclusion et aux fonctions RSE. Je trouve que cette définition, elle est importante parce qu'elle permet aussi, c'est ce dont on va parler juste après, de montrer en fait les manifestations de ce qu'on appelle la diversity fatigue et le fait qu'il y a plusieurs choses en fait à l'intérieur de ça. Il y a vraiment quelque chose qui est propre à la fonction, donc qui est pas, il y a malheureusement plein de personnes qui sont fatiguées aujourd'hui dans le monde du travail, mais là il y a vraiment quelque chose qui est lié au sujet et lié au fait de travailler sur cette fonction-là en particulier. Alors, l'un ou l'une d'entre vous, hein, dans les questions que vous étiez amenés à poser, me demandait comment ça se manifeste très clairement et très concrètement. Alors, je vais laisser déjà la parole à Camille et Christelle pour entendre, elles, dans leur quotidien, comment ça se passe. Est-ce que Camille, tu veux commencer et nous dire cette diversity fatigue, comment elle se manifeste pour toi, peut-être, au quotidien? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Ben, en fait, je pense elle est bien nommée. C'est-à-dire que le premier symptôme chez moi, c'est une fatigue physique. C'est-à-dire que j'anime entre autres des ateliers sur des thématiques de diversité, d'égalité, d'inclusion en interne, en petits groupes, et parfois avec une fréquence assez resserrée. Et ça demande de l'énergie d'être dans l'écoute, dans l'empathie, mais aussi dans l'éducation et de faire passer des messages, parce qu'il s'agit quand même bien de faire passer
faire passer des messages. Donc le symptôme principal, ça peut être vraiment une fatigue physique qui qui vient assez rapidement après certains ateliers ou après certains temps forts. Ou voilà, en amont, il faut être bien sûr d'être bien, je dirais bien campé, bien ferme sur les appuis. Et puis, en fonction des ateliers, en fonction des groupes, des fois, ça peut brasser plus ou moins. Et dans tous les cas, en fonction du niveau d'énergie que j'ai investi dans l'atelier, voilà, je peux ressortir vraiment avec une fatigue physique qui pourrait être équivalente à celle qu'on peut avoir après une séance de sport. Enfin, voilà, c'est la chose principale, le point principal. D'accord, hyper intéressant et peut-être que certains et certaines d'entre vous se reconnaissent là-dedans parce que dans dans ce formulaire hein, pour s'inscrire, il y a des personnes qui m'ont, je tiens à le préciser d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit je suis fatiguée, qui m'ont dit je suis épuisée, qui m'ont dit merci de traiter ce sujet parce que je suis en effet fatiguée. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une chose que je voulais partager avec vous, c'est que quand j'ai fait cette intervention donc chez France Travail sur la diversity fatigue, j'ai commencé par demander aux personnes qui connaissaient déjà le terme. Et donc, il y avait très peu de gens qui en avaient déjà entendu parler. Et ensuite, j'ai demandé, bah, est-ce que ça vous arrive d'être justement fatigué le soir, après, spécifiquement après une intervention, après un atelier sur le sujet? Est-ce que parfois vous avez l'impression, vous posez des questions sur l'utilité de votre métier, sur la crédibilité dont il jouit à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et donc, au fur et à mesure, les gens levaient la main. Et à la fin, je leur ai dit, bah, voilà, vous connaissez pas le terme, mais en fait, vous le vivez déjà. Et une des choses qui est ressortie de cette conférence, c'est que les personnes étaient soulagée, quelque part rassurée de savoir qu'il existait un terme, en fait, qui décrivait ce qu'elle vivait. Il y avait un côté, OK, c'est pas juste moi dans ma tête, quelqu'un a théorisé quelque part cette notion-là, et donc c'est pas juste moi qui suis voilà, fatiguée, fragile, sensible, etc. Euh, Est-ce que Christelle, tu veux compléter, nous dire comment ça se manifeste pour toi? Je ne vois pas Christelle, je ne sais pas si elle est là. Non, j'ai pas l'impression que Christelle nous ait rejoint. Ok, eh ben on va attendre, on va espérer qu'elle nous rejoigne. Il y a un autre aspect que je trouvais important aussi, et je ne sais pas si tu le partages, Camille, euh, c'était l'idée que c'est une fatigue, la diversité fatigue, qui est aussi spécifique parce qu'elle ne s'arrête pas aux bornes du travail, justement. Elle ne s'arrête pas aux bornes du métier et que parfois, peut-être pas chez tout le monde, mais parfois elle peut continuer dans la vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parle ou est-ce que c'est pas comme ça que ça se manifeste pour toi? Si, si, tout à fait. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on laisse quand on quitte le bureau. Euh, je trouve que c'est aussi une thématique qui a la particularité d'être impactée par le contexte, par exemple, politique dans lequel on évolue. Donc, par exemple, les ateliers que j'ai menés pendant l'entre-deux tours des élections européennes, les conversations ont été un petit peu différentes. Là, je vais aller voir mes collègues américains pendant la semaine d'élection présidentielle. Je pense que les conversations seront aussi différentes. Donc, l'environnement sociétal, politique dans lequel on évolue fait que ça influe et puis qu'on continue à réfléchir ou à se dire, tiens, comment j'intègre ça dans les prochains échanges? Est-ce que je l'intègre ou est-ce que je décide que pas maintenant? Donc oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est d'autant plus quelque chose qui ne s'arrête pas à la sortie du bureau que c'est souvent lié aux valeurs de l'entreprise, mais très souvent sur les personnes qui interviennent sur ces thématiques-là aussi à des valeurs personnelles. Et de la même manière que pour les personnes à qui on s'adresse, on vient toucher aux valeurs des unes, des autres, on vient questionner, on vient s'interroger, on vient prendre du recul, et ça continue. Et c'est pareil d'ailleurs chez mes collègues, certains m'ont dit, ah oui, j'ai réfléchi à la maison, on en a reparlé à l'apéro avec des potes. Donc, c'est super. Donc ça continue en dehors des ateliers, on en reparle après. Donc, et c'est pareil pour moi, oui, tout à fait. Je te rejoins. Hyper intéressant, merci, merci Camille. Et en fait, ça fait une super transition avec ce que je voulais vous dire après sur justement les manifestations de la diversité fatigue et les... Moi, j'ai identifié 4 dimensions. Donc, je vais vous montrer ça après. Je voulais juste revenir sur cette définition parce que tout à l'heure, elle ne s'affichait pas. Donc, je vais vraiment vous la lire et vous dire précisément ce que vous auriez dû voir à l'écran. Donc, le terme diversity fatigue, sentiment de frustration, d'épuisement, d'isolement, c'est important aussi cette notion d'isolement, on va revenir dessus, de découragement, voire de scepticisme,
expérimentée par les personnes qui, au quotidien, travaillent à rendre leur organisation plus diverse. Alors, plus diverse, si on est sur la diversité, ça peut être plus large si on pense à la RSE, voilà, plus diverse, plus juste, plus inclusive, plus responsable, etc. Voilà la définition un peu plus complète et que je vous renverrai évidemment à la fin de la conférence. Je voulais vous parler donc de ces histoires de dimensions. Je vais vous repartager l'écran. Et donc, ce que tu disais à l'instant, Camille, fait vraiment écho à ça, je trouve. Voilà, ce que je voulais vous proposer, c'était ça, c'était cette slide que j'avais faite pour cette conférence. Euh, voilà, les 4 dimensions, donc, vous voyez en jaune des dimensions qui sont plutôt, on va dire, internes, ou à une échelle, on va dire, individuelle, et puis en rouge, les 2 autres dimensions. Donc, les 2 premières dimensions, c'est ce qui est lié à la fonction, donc on en a un peu parlé, tu en as un peu parlé, Camille, et ce qui est lié à l'individu. Parce que, ça aussi, tu en as parlé, Camille, les personnes qui travaillent sur ces fonctions-là le font pas, en général, par hasard. Et donc, il y a aussi une dimension très personnelle dans le fait d'avoir choisi ce poste-là et dans la manière de l'incarner. Et puis après, il y a des éléments qui sont un peu plus exogènes, mais quand même très, très présents. Évidemment, l'organisation, donc le rôle qu'elle joue ou qu'elle ne joue pas, et puis le contexte sociétal, politique, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde quand je le pose comme ça. Je vais peut-être repasser un peu dessus parce que c'est important. Les dimensions, donc la dimension fonction, parce qu'il y a la fonction, c'est le fait que déjà on est sur une fonction de transformation, on est en train de transformer une culture d'entreprise, on est en train de transformer des, euh, des réflexes en fait multimillénaires de notre société, des réflexes que nous, à titre individuel, on a depuis tout petit et toute petite. On a la tâche d'éduquer les collègues ou en tout cas d'ouvrir des discussions, mais sans les heurter. On a des résultats qui parfois sont super, parfois sont pas toujours tangibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié, une fatigue qui est liée vraiment à cette fonction spécifiquement. Ce qui est lié à la personne, tu l'as très bien décrit, Camille, c'est des enjeux personnels parce qu'on y croit, parce qu'il y a des convictions, parfois il peut y avoir un vécu aussi qui est lié à tout ça. Il peut y avoir le sentiment d'être un peu submergé par la tâche aussi. Donc ça n'aide pas. Et par rapport à l'organisation, ce qu'il peut y avoir, c'est, et vous l'avez cité pareil hein, dans ce formulaire d'inscription, vous en avez parlé un petit peu, un manque de soutien, un manque d'engagement, où on se dit, mais est-ce que vraiment mon travail, il fait partie des top priorités du management, de la direction? Je ne suis pas toujours sûre. Le manque de Excuse-moi de budget, pardon? excuse-moi de t'interrompre, Alexia. Je ne sais pas Oui. si tu souhaites partager ta slide. Dans tous les cas, on voit un écran noir. Ah mince. Ah, alors je ne sais Ouais. pas pourquoi. Oui, effectivement, je suis en train de... Là, on voit de nouveau. Ah non, voilà. Là, on voit de nouveau un écran. Là, c'est bon. Ok, là c'est bon, très bien, c'est parfait. Et donc oui, désolée, merci beaucoup de me l'avoir signalé. Et donc oui, d'un point de vue organisation, voilà, est-ce que j'ai un budget suffisant? Est-ce que j'ai un soutien? Est-ce que j'ai l'impression qu'on est en plein washing? On va parler aussi de washing parce que c'est des points que vous avez D'accord. soulevés. Donc, est-ce que j'ai l'impression qu'au contraire, qu'on est en plein washing et que, voilà, et que ça me crée une espèce de dissonance cognitive entre ce qu'on me demande de faire et ce que je peux réellement faire. Donc ça, c'est clairement des choses qui, au quotidien, vont avoir un impact sur cette fatigue. Et puis, la dernière dimension, c'est donc tout ce qui est lié au contexte sociétal, politique, avec cette, euh, cette difficulté que on nous dit aussi, bah, la diversité et l'inclusion, c'est un sujet d'entreprise et c'est pas un sujet militant. Donc ça, c'est des sujets voilà, c'est des choses qu'on entend très bien et on sait très bien qu'on est sur une ligne de crête parce on est en train de parler de sujets sociétaux qui affectent réellement les personnes et qui sont des sujets sur lesquels il y a des personnes qui militent. Donc voilà, on est toujours un peu entre deux et on ne peut pas faire abstraction en fait du contexte dans lequel on travaille. Donc autant de choses voilà, ce que j'ai appelé les 4 dimensions, mais autant de choses qui viennent alimenter cette fatigue-là. Alors, j'arrête le partage et je reviens à vous et à nous. Euh, Est-ce que ça va déjà à ce stade? Je vais mettre le chat parce qu'on vient quand même de parler. On vient quand même de parler de choses pas forcément euh, très simples. Est-ce que ça va? Est-ce que dans l'écran, dans le chat, vous pouvez mettre des pouces et ce genre de choses pour dire à peu près comment ça se passe? Ok. Oui, très bien, merci. Bon, bah, super, il y a de la résilience. Euh, c'est important de faire des checks un peu émotionnels, etc., sur ces sujets-là quand on en parle. Alors, on va commencer à rentrer, on a parlé des manifestations, on va commencer un peu à répondre à certaines de vos questions.
Il y a notamment une personne qui dit bah, comment est-ce qu'on dénonce et comment est-ce qu'on solutionne le D&I washing en entreprise? Merci. Alors ça, c'est une, c'est une question qui est pas simple et je pense qu'elle intéresse plusieurs personnes ici. Toi, Camille, tu disais il y a quelque chose qui est essentiel et incontournable, c'est vraiment d'avoir le soutien là-dessus de sa direction. Oui, en effet, je pense que vu le sujet, c'est important, je dirais le soutien, et un soutien sincère. C'est-à-dire, alors moi j'ai la chance d'être rattachée au CEO. Quand j'ai démarré sur ce rôle-là, je connaissais déjà l'entreprise pour y avoir déjà travaillé plusieurs années. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait un engagement sincère de la direction sur les thématiques de diversité et d'inclusion. Je ne pourrais pas forcément faire le même rôle dans d'autres entreprises. Voilà, si j'avais le sentiment voilà, pour cocher des cases d'un rapport EcoVadis ou d'autres organisations. Donc pour ça, il faut se connaître. Et si on se connaît peu ou pas encore, c'est d'aller regarder est-ce qu'il y a eu des actions, des actes concrets. Parce que sur les intentions, globalement, c'est pas là que porte le sujet. Et du coup, comment on se met en action, avec quels moyens et comment on va mesurer. Et donc pour moi, c'est comme ça qu'on peut s'assurer. Est-ce qu'on peut, pardon, s'assurer qu'on n'est pas sur du washing, mais une volonté sincère, et je dirais comme toute thématique de conduite du changement d'ailleurs. Est-ce Hum, qu'il y hum. a des moyens, des ressources et une gouvernance Je, et des je- sponsors je trouve ça très intéressant de dire, vu le sujet, j'ai besoin de sentir ce soutien-là et j'ai besoin de sentir... Et donc, je vais aller chercher des actes. Parce qu'effectivement, les paroles, j'imagine que quand on prend son poste, on vous dit, bah, c'est un poste qui est absolument critique pour nous, etc. Comment est-ce qu'on on va chercher les actes? Est-ce que ça, c'est des choses dont toi, tu t'es assuré en rentrant? Comment est-ce que tu J'allais dire, tu sais, c'est comme dans le mariage, un renouvellement des vœux, tu sais. Comment est-ce que tu t'assures que bah, l'engagement, il est toujours là, qu'il n'a pas bougé, qu'il est toujours sincère? Euh, Quels sont les gages, quelque part, que tu vas chercher? alors déjà, il y avait déjà eu un certain nombre d'actes sur toute qui allaient, même si la fonction n'existait pas encore, il y avait déjà des valeurs qui étaient partagées, qui avaient été traduites par, par des actes concrets. Euh, et puis, je viens d'oublier je viens d'oublier mon point. Ah si, quand j'ai démarré, on a eu une conversation sur, justement, tu disais tout à l'heure, on peut du militantisme ou pas. Moi, je ne considère pas que ce soit du militantisme, mais plus de l'équité dont il est en train de parler. Alors, c'est différents points de vue. En tous les cas, la conversation qu'on avait eue, c'était si ça ne bouscule pas certaines personnes, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Donc je savais que mon curseur, c'était que ce soit normal que certains soient bousculés par ce dont on allait discuter, parce que certains n'en avaient jamais discuté, parce que l'entreprise n'avait pas pris la parole aussi ouvertement, avec une fréquence, etc., des objectifs sur ces sujets-là. Et c'est ce qui m'a permis de m'assurer qu'on était bien aligné là-dessus. Et puis ensuite, je continue à débriefer régulièrement, alors de manière anonyme, mais de ce que j'entends dans les ateliers, en disant, bon, bah, là, clairement, il y a plutôt une population qui se sent, je sais pas, soit mal à l'aise avec, je sais pas, avec certaines thématiques. Voilà, parler de la roue des privilèges, ça fait toujours réagir une certaine partie de la population. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On continue d'avoir ce dialogue régulier, en fait, entre ce que moi, je peux entendre, ce qu'on met en place, et puis il faut que ce soit su, en fait, aussi. Quand on prend la parole, on s'expose. Voilà. Ça, c'est une chose. Et donc, s'exposer quand on est en une conférence en ligne, par exemple, les premières prises de parole moi, que j'ai eues, tous mes collègues, c'était en ligne, nous, on est 400. Voilà. Même si je passe des messages, c'est pas là forcément que j'ai le plus de retours. Par contre, quand j'ai réuni les gens en petits groupes de maximum 10, là, bien sûr, en disant, euh, ici, c'est un espace safe, vous pouvez vous exprimer comme vous souhaitez tant que vous êtes bienveillant. Là, bien sûr, j'ai eu plus de retours, plus de questionnements,
de gens qui challengeaient certains points et les conversations étaient plus, pour certaines plus mouvementées, mais en même temps, on s'était dit tant mieux parce que tout ça, il faut qu'on l'entende. On préfère Ouais, l'entendre et se dire comment on le traite que tout ça, dire ah non, non, chez nous, tout va bien, merci. Ah non, en fait, ouais. C'est hyper intéressant. Merci effectivement de se dire bah, les gages, ou en tout cas les manifestations, selon moi, d'un engagement sincère de ma direction, bah, il y a la capacité en fait à entendre aussi des choses qui sont potentiellement désagréables, mais qui sont réelles et qui se passent dans les ateliers. Pour répondre à cette question-là sur, alors, attendez, je reprends l'intitulé exact, c'était comment dénoncer et comment solutionner. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, il faut l'identifier, en fait, ce washing s'il y en a un, se dire, est-ce que j'ai aujourd'hui des éléments qui me permettent de penser qu'il n'y en a pas et qu'il y a un engagement sincère? Et ça, en général, on sait assez rapidement et on peut continuer à vérifier régulièrement, c'est ce dont tu parlais, Camille. Dénoncer, ben, on peut hein, toujours dénoncer en interne, en externe aussi. Il y a bah, Christelle, par exemple, c'est que alors, elle ne parle pas forcément de sa boîte, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle s'exprime beaucoup sur le racisme sur LinkedIn. C'est un choix qu'elle a fait parce que c'est un sujet dont elle a envie de parler. Et, je trouve que s'exprimer à l'extérieur, ça peut être aussi une forme de contre-pouvoir parce que même si c'est ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire qu'elle parle en son nom à elle, bah, je pense que ça force en fait l'entreprise un peu à se questionner, à se dire est-ce qu'on est aligné avec ce que cette personne incarne en fait à l'extérieur. Après, pour la deuxième partie de la question, qui était comment est-ce qu'on le solutionne, je ne sais pas si on solutionne, en tout cas de l'intérieur, en fait, washing. C'est-à-dire que si je rebondis sur ce que tu disais, Camille, s'il n'y a pas cet engagement et cette volonté sincère, est-ce que c'est nous, moi, toute seule, avec mes petits bras, qui vais changer ça et qui vais créer l'engagement sincère, je suis pas certaine. Je pense que pour le coup, la question de comment est-ce qu'on solutionne le washing, à part décider de ne pas s'y inscrire éventuellement en partant, ce qui n'est pas toujours possible, mais en tout cas quand ça l'est, euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment, entre guillemets, solutionner ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Camille? Est-ce que tu voulais ajouter quelque à chose là-dessus? 100%. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que je ne pourrais pas forcément avoir la même fonction Mm, dans une autre entreprise. ça marche. Alors, on avait une autre question que je trouve intéressante aussi qui est sur le vocabulaire. Donc, la question, c'est nos équipes nous disent que les managers ne peuvent plus entendre le mot diversity, ne peuvent plus entendre le mot, par exemple, gender balance aussi, égalité homme-femme. Quel moyen pour lutter contre cette fatigue des mots? Et une autre question, dans le même sens, qui dit le mot diversité lui-même devient le mot à ne plus dire. Alors, est-ce qu'il faut nommer autrement ou tenir tête? Alors, je fais moi un bout de réponse parce que comme j'anime pas mal d'ateliers de sensibilisation, j'anime des formations aussi sur ces questions-là. La question du vocabulaire, je vais pas dire qu'elle est centrale, mais elle est quand même très présente. Euh, Selon moi, de deux manières différentes. Elle est présente pour des personnes qui estiment ne pas avoir le vocabulaire ou ne pas le comprendre, qui se sentent un peu submergées par des mots nouveaux, des termes nouveaux, des concepts nouveaux qu'ils ne maîtrisent pas et donc qui vont être en position de résistance, mais comme on est résistant à plein de choses quand on est inconfortable globalement, donc ils vont être en position de résistance et d'évitement des sujets, mais parce elles se sentent pas armées, outillées, équipées en termes de vocabulaire. Et puis, donc ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose, c'est effectivement des personnes qui disent on en entend trop parler, donc ça c'est des ressentis, à tort ou à raison, mais on en entend trop parler et qui du coup peuvent un peu se cadrer, quoi. Euh, Moi, je gère ça de deux façons. Après, je vais te laisser la parole aussi, Camille, si jamais tu veux compléter. La première, c'est que, en fait, j'ouvre les conversations sur le vocabulaire, à la fois pour l'expliquer, mais pas juste donner une définition, mais expliquer d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a créé ce terme-là. euh, et j'essaye, par contre, de sortir d'un truc manichéen et très binaire, parce que parfois, on me dit, alors, est-ce que, Alexia, tu peux nous dire les mots qu'on peut utiliser et ceux qu'on ne doit plus utiliser? Donc là, je dis, je pourrais vous faire une liste mais bon, il est possible qu'ils changent dans 6 mois. Et puis surtout, on est toutes et tous différents. Donc, il y a des mots qui, moi, vont pas me plaire. Et puis, en fait, la personne d'à côté va trouver que c'est tout à fait OK. Donc, plutôt que de vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire, je préfère vous expliquer pourquoi parfois certains mots peuvent choquer certaines personnes. Et c'est plutôt dans le pourquoi que je trouve que la discussion devient riche. Et l'autre chose, c'est que moi, je vais chercher en fait ces gens-là qui disent qu'on en parle beaucoup. J'essaie d'avoir
tout un travail sur les mots qu'on utilise aussi sur la communication autour des ateliers. Et donc, j'ai créé comme ça un atelier qui s'appelle On ne peut plus rien dire. Et je me disais que c'était une manière de faire venir à ces ateliers des gens qui ne soient pas déjà convaincus, qui justement se disent, mais je ne comprends pas tout le vocabulaire, on va encore parler diversité d'inclusion, j'y vais pas. Donc voilà, je rentre moi aussi dans comment est-ce que, au moins sur l'affichage, c'est-à-dire sur le titre des événements, par exemple, comment est-ce qu'on utilise voilà, des termes différents, des termes qui vont plus parler à une catégorie de personnes, on les fait venir, et bon, une fois que les personnes sont là, là on ouvre les conversations franches, et en général, elles apprécient, mais voilà, cette question du vocabulaire, elle est pas, euh, elle est pas anodine. Et pour autant, je pense pas qu'on puisse la contourner. On ne va pas dire, mais maintenant, on n'utilise plus diversité, on utilise un... Enfin, si, on peut d'ailleurs. Hein. On sait qu'on est dans une profession de jargon et de néologisme, donc peut-être qu'il y aura autre chose. Mais si la question n'est pas le vocabulaire et que c'est vraiment le fond, que c'est de la résistance, bah, on changera de terme, mais la résistance sera toujours là, quoi. Donc, vraiment, comment, malgré toute cette fatigue, malgré cette impression de termes qui reviennent beaucoup, comment on arrive quand même à ouvrir des conversations, y compris pour parler du fait que on ne comprend pas les termes et qu'on a l'impression que les sujets reviennent beaucoup. Euh, voilà ma contribution sur cette question-là. Est-ce que Camille, sur cette question du vocabulaire, des termes qui eux-mêmes deviennent inflammables, est-ce que tu veux rajouter des choses Alors moi, c'est pas forcément des retours que que tu as? j'ai eus, euh, mais en tous les cas, je questionnerais peut-être la fréquence de communication. Si on peut plus entendre le mot, est-ce que si on peut plus entendre le mot parce que il y a une prise de parole toutes les semaines sur le sujet, ou est-ce que c'est parce que le mot et les actions qui en découlent pose question. Effectivement, moi, je repars toujours des définitions et de surtout dans quoi ça s'inscrit. Nous, on a une de nos valeurs qui est communauté inclusive. On a aussi mesuré la diversité. Donc, on a une vision de qui on était en juin 2023. On va refaire la même chose là en octobre 2024. Et moi, j'aime beaucoup les chiffres, c'est de se dire en fait, voilà qui on est, voilà qui on voudrait être, voilà comment ça évolue, voilà les actions qui sont, qui sont en place. Et puis le fait d'avoir des éléments chiffrés aussi, ça ramène de l'objectivité dans les discussions. Par exemple, on a un objectif sur l'index d'égalité des genres, effectivement. Et en fait, avoir un index de 100, ça ne veut pas dire qu'on a, qu'on a favorisé les femmes. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une parité dans les promotions, les rémunérations, la distribution qui a une représentation féminine à tous les rôles de leadership, y compris dans le top 10, enfin voilà, sur tous ces critères-là. Donc moi, je me rattache beaucoup aux valeurs d'entreprise, les chiffres, pourquoi on le fait. Et sur le point, est-ce qu'il faut nommer autrement ou tenir tête, moi je suis plutôt sur la force de la répétition. On parle, et donc de conserver le vocabulaire si c'est celui qui nous semble adéquat, mais s'agissant de conduite du changement, le fait de répéter, répéter et répéter les messages pour qu'ils soient ancrés, incarnés, etc., me semble important. Merci Camille. C'est intéressant ce que tu as dit à un moment. Est-ce que les gens sont fatigués parce qu'on parle trop, beaucoup du sujet, ou est-ce qu'ils sont fatigués parce qu'il y a un décalage entre le fait d'en parler beaucoup et les actes qui sont réellement posés euh, ça m'interpelle parce que il y a, je crois, la semaine dernière ou celle d'avant, enfin, il y a vraiment pas très longtemps, en atelier, il y a un collaborateur qui nous a dit on en parle beaucoup trop, on parle plus que de ça, on parle presque plus de diversité que des chiffres, voilà, de la performance de l'entreprise, etc. Donc, c'était intéressant d'avoir ce retour-là. Et par ailleurs, moi, c'était dans un article, je disais qu'à mon avis, la diversity washing, pour faire le lien avec la question d'avant, entretient aussi la diversity fatigue et que plus on parle, mais sans forcément agir, plus effectivement, bah, les gens sont pas bêtes, donc ils voient bien qu'il y a un décalage et donc les paroles et toute la communication autour leur paraît d'autant plus, ouais, elle leur paraît décuplée, quoi. Ils la sentent fois 10 parce que les actes, eux, ne suivent pas forcément, quoi. Mais voilà, la question du vocabulaire, évidemment, peut être aussi une façon juste d'exprimer un inconfort
et de la résistance, évidemment. J'ai vu une question dans le chat, hein, je l'ai noté, et puis on aura un temps un peu de questions-réponses plus tard, donc pas de problème là-dessus. On a une autre question, je sais qu'elle te plaît beaucoup, celle-là, Camille, qu'elle t'a beaucoup plu, qui est: ce retour en arrière ou alors cette fatigue s'explique-t-elle par le fait que nous avons voulu aller trop vite? Je vais y répondre après, mais je sais que elle t'a parlé, celle-là. Donc peut-être que je te laisse t'exprimer là-dessus avant. Oui, elle m'a fait sourire et j'ai réagi en fait sur le trop vite. Parce que trop vite ou trop lentement, je pense que aussi c'est peut-être une question de point de vue. J'ai pas le sentiment qu'on aille trop vite. Par contre, je me dis, la diversité, c'est un peu comme un muscle, quoi. Et quand on l'a jamais travaillé, eh ben, au début, on a des courbatures. Et puis, plus on pratique à une fréquence constante, en fait, et puis on s'échauffe avant, on s'étire après, moins il y a moins il y a de courbatures. Donc, je pense que c'est plutôt parce que c'est une nouvelle habitude qui est qui est à créer ou qui est en train de se créer. Mais voilà, je pense pas. Enfin, en tous les cas, je n'ai pas le sentiment qu'on aille trop vite sur cette thématique, mais plutôt c'est pour certains, ou certaines, l'effet nouveauté. Parce que oui, en 2024, il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question de la diversité. En fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon équipe, dans mon organisation, etc. Euh, Parce que oui, tout le monde n'est pas convaincu que ce soit une richesse. Ça, c'est des réalités. Et donc voilà, pour les personnes qui sont... il y a différents niveaux de maturité, en fait, et en fonction, je dirais, du niveau de maturité et d'appétence aussi du sujet. Je pense que certains, certains qui découvrent la force de la répétition peuvent se dire, oh là là, je suis fatiguée d'entendre ces sujets-là, mais comme je disais, c'est peut-être juste parce que c'est le début c'est le début de la course à pied. Et, voilà, au début, ça fait mal, quoi. Certains muscles qu'on n'avait jamais travaillés et qui se réveillent en disant, ah oui, c'est vrai, il y a un muscle ici. Voilà. Les courbatures du lendemain, effectivement, qu'on connaît bien, jolie métaphore. Ouais, sur cette question de est-ce qu'on a voulu aller trop vite? Moi, ce à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai lu, cette question, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais je pensais vraiment notamment à un atelier où quelqu'un avait dit, mais on a compris, on est d'accord sur, alors c'était, je sais plus si c'était spécifiquement sur des sujets d'égalité femmes-hommes ou si c'était plus large, mais qui disait, on a compris que voilà, qu'il y a des retards à rattraper, qu'il y a des choses qui, voilà, des manières de fonctionner qui n'étaient pas forcément très justes et qui ont été nos manières de fonctionner jusqu'ici, mais est-ce qu'on est obligé de se mettre des objectifs comme ça dans le temps, une politique, voilà. Et est-ce qu'on peut pas laisser les choses se faire naturellement? Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, cette notion de laisser faire naturellement. Et donc j'avais dit, mais en fait, laisser faire les choses naturellement, c'est ce qu'on fait depuis 2000 ans. Et de fait, on se rend bien compte que quand on laisse les choses se faire naturellement, elles se font comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on retrouve plus d'hommes sur des postes de décision, on retrouve plus de personnes blanches en entreprise et notamment à des postes de décision, on retrouve plus de personnes valides, plus de personnes très très diplômées, plus de personnes, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on fait naturellement parce que c'est comme ça que notre monde est structuré depuis plusieurs siècles. Donc la version prenons notre temps, euh, il y a peu de chances que les choses changent, en fait. Donc, il y a effectivement un degré d'urgence et de rapidité presque, enfin, nécessaire, j'ai envie de dire indispensable. Euh, donc, oui, on est obligé d'aller un peu vite. Donc, ça c'est un premier élément de réponse qui me vient. Et effectivement, je te rejoins, Camille, ça, oui, par définition, ça vient heurter euh, bah, les personnes qui ont besoin de plus de temps pour monter dans le train, etc. Là, j'allais dire que le temps est relatif. Voilà, on va évoquer Einstein dans ce webinaire, qui l'eût cru. Mais voilà, la relativité du temps, vraiment, elle s'exprime bien là. Et la deuxième chose que je vois, c'est que peut-être que parfois, effectivement, on est dans les organisations, et je dis on parce que je suis consultante, mais je m'inclus dans le mouvement, évidemment. Peut-être qu'on est un peu descendant sur la manière de traiter ces sujets, notamment parce que justement on croit dans l'urgence et donc on est un peu descendant et on dit aux personnes, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va changer le process de recrutement et on va faire ça, on va faire telle chose, on va arrêter de dire ceci, on va écrire de telle manière et peut-être qu'on ne prend pas toujours
Le temps, un, de rendre ça, ces décisions-là et ces changements-là euh, participatifs, plus participatifs, et deux, de créer des espaces où, au-delà de la prise de décision, et de dire, bah, voilà comment on va changer le process de recrutement, d'espaces où on en discute. Alors, moi, la discussion, la conversation, c'est pas ma rote, hein, je vais prononcer beaucoup ce mot-là, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est vrai que parfois, je me dis, là, c'est très bien, le process, la décision qui a été prise dans l'entreprise, c'est super. Euh, un peu d'espace de débat, et même de confrontation. Hein, confrontation, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément du conflit, mais un peu d'espace de discussion autour de ça pour l'enrober, pour que les personnes se l'approprient, pour qu'elles aient un espace où elles peuvent dire je suis mal à l'aise, je suis pas d'accord, et où voilà, tous ces résistances, en fait, on peut les poser et au fur et à mesure qu'on les triture, on se rend compte que bah, c'est surtout de la peur et de l'inconfort, et donc on trouve des réponses. Voilà, parfois je me dis ces espaces-là, peut-être qu'ils ont un peu manqué, et donc qu'il y a effectivement une partie de l'effectif qui a vécu ça comme un truc hyper descendant, imposé, et imposé rapidement dans une forme d'urgence, quoi. Donc voilà, sur le fond du sujet, je ne suis pas sûre qu'on aille trop vite. Je te rejoins là-dessus, Camille. Sur la forme, peut-être que parfois, on va effectivement un peu vite, c'est possible. Euh, J'aimerais qu'on rentre dans une autre phase de notre discussion là, qui est, j'allais dire, qui est celle que vous attendez toutes et tous, mais qui est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on s'est dit tout ça, très concrètement, pour les personnes qui travaillent donc dans ces fonctions-là, et qui sont, pour une grande partie d'entre elles, potentiellement fatiguées, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois deux échelles. Vous savez, si on reprend les quatre dimensions que je montrais tout à l'heure, ben, je vais les remontrer. En plus, il y a eu un sujet de bug tout à l'heure, donc c'est peut-être pas mal de les remontrer. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Oui, Super. Donc, si on prend les deux dimensions du centre, hein, du milieu, de la slide, donc ce qui est lié à la fonction et ce qui est lié à la personne, c'est là que je trouve que il y a le plus matière à agir, et peut-être c'est aussi là qu'on a le plus d'impact parce que bah, c'est notre zone en fait d'action et de pouvoir. Le contexte politique, on a rarement un impact, en tout cas direct, on a tous un impact, on est citoyens, citoyennes, mais rarement un impact direct, immédiat là-dessus. L'organisation, en tout cas au sens le top management, bah, on interagit avec, on essaye de convaincre, mais pareil, on peut avoir un impact un peu limité. Mais la personne que nous sommes et la manière dont on vit notre fonction, c'est peut-être les endroits sur lesquels on a le plus de, d'impact possible. Et moi, sur cette partie-là, hop, je voulais vous montrer, je voulais commencer par cette partie, la partie individu. Euh, et donc, la chose qui me semblait vraiment hyper importante à poser ici, même si elle semble aller de soi, c'est vraiment le fait de prioriser sa santé mentale. Et là, vraiment, cœur sur vous pour les personnes qui m'ont écrit en me disant je suis épuisée. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça fait 4 ans que je suis sur le même sujet et que je cherche et que je cherche et que j'ai pas l'impression d'avancer. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Vous verrez que vous voyez peut-être que le premier bullet point, prioriser ma santé mentale, il fait, selon moi, écho au tout dernier, qui est partir si ça ne suffit pas, qui est en majuscule et que vraiment, moi, je dis quand j'interviens en entreprise. Et souvent, la personne qui m'a fait venir là, qui est aussi la personne qui me paye, est dans la salle. Et je dis, je suis navrée, mais il faut que je le dise, en fait à un moment, si j'essaye de changer ce gros éléphant, ce gros mammouth qui est mon entreprise, que j'essaye de lutter contre le washing, contre mes collègues qui me disent que mon boulot sert à rien, qui ne viennent pas quand j'organise des sessions de sensibilisation, etc., et que ça m'affecte, et que ça affecte ma santé mentale, qui je tiens, mais à la fin, qu'est-ce que je gagne, quoi? Une fois que j'ai fini de tenir, c'est quoi la médaille à la fin? Donc, si à un moment, je me rends compte que ça n'est pas possible et que, en fait, pour préserver ma santé mentale, il faut partir, ben, je pars. Voilà. Je me permets de le dire en toutes lettres ici. Alors évidemment, avant de partir, il y a des choses qu'on peut essayer quand on en a l'énergie. Donc moi, je vous ai mis des propositions ici, des pistes. Hein. Vous avez, évidemment, je vous invite à les alimenter dans le chat. Si vous avez d'autres idées de choses qui ont marché pour vous ou chez des collègues, chez des confrères, consoeurs, évidemment, mettez-les et ça servira à tout le monde. Mais voilà, se concentrer sur les victoires parce qu'il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a parfois, quelques-unes, même petites. La question de jusqu'où je m'engage, on revient au fait qu'on ne fait pas ces métiers-là par hasard et que souvent on est soi-même voilà, très engagé, très impliqué. Donc, la question de vraiment comment je pose des limites n'est pas anodine. La question de l'empathie, tu en as parlé un peu, Camille, quand tu interviens en atelier, où parfois voilà, on se prend des choses, on se dit, là, il faut que je, voilà, il faut que je travaille pour accueillir ça.
Et la question du réseau, on va en parler juste après. Mais la question du réseau, alors qui peut être un réseau professionnel, mais aussi un réseau personnel, qui sert à soutenir, qui sert à s'inspirer, et qui n'est pas forcément un réseau à l'intérieur seulement de l'organisation, mais qui peut être aussi à l'extérieur. Ça me semble être des choses importantes aussi et qui peuvent être utiles. J'arrête le partage et je reviens à vous. Sur cette question-là de comment on s'en sort, euh, quelqu'un nous a demandé comment lutter contre le sentiment que ce qu'on fait ne sert à rien, que les forces négatives ou critiques sont un rouleau compresseur face à nos petits bras. Et on a une autre question qui est comment se ressourcer quand l'action ne porte pas les fruits escomptés. Est-ce que là-dessus, au-delà de ce que moi j'ai posé comme ça, Camille, est-ce que tu as des conseils ou des expériences à nous partager de choses qui ont peut-être marché, qui marchent pour toi? Oui, la première, ça correspond à ton point sur la santé mentale. C'est-à-dire que je me préserve, je pense à moi. Euh, pour vous donner un exemple concret, quand j'ai démarré les ateliers, donc c'était des ateliers sur les biens inconscients en groupe de 10 personnes. J'avais fait tout un planning et parfois je me retrouvais à avoir 5-6 sessions, des sessions de 2 heures. Je me retrouvais à avoir 5-6 sessions par semaine en me disant bah, je veux avoir fini avant tel moment. J'ai fait ça la première semaine et je me suis dit en fait non, ça ne va pas être possible. Justement pour le niveau d'énergie que ça demande et le niveau enfin, d'énergie, d'engagement, de gestion des retours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai espacé. Du coup, ça m'a donné de l'air et ça m'a permis de me préserver. Après, sur cette question-là en particulier, euh, moi, j'ai l'avantage, je demande à la fin des sessions sur les thématiques, je demande du feedback à mes collègues. C'est-à-dire que donc je leur demande, quand c'est des ateliers, je leur demande de noter la, la formation, d'indiquer ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, ce qu'on pourrait améliorer, etc., etc. Et cetera. Et en fait, dans ces retours-là, j'ai beaucoup, beaucoup de matière qui me nourrissent sur, en fait, merci, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis de prendre du recul. Ce que tu avais nommé les petites victoires, ou moi je dirais même des grandes victoires, de se dire, tiens, bah, ça a contribué à ce que quelqu'un prenne du recul. Les gens me racontent aussi parfois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, bah, en fait, moi, je fais partie de tel groupe sous-représenté. Et là, j'ai quelqu'un, suite à l'atelier, qui m'a contacté en me disant si j'ai été offensant jusqu'à présent dans notre relation, voilà, j'ai compris que je ne pouvais pas utiliser soit tel vocabulaire, soit telle attitude. Je te présente mes excuses, comment on peut travailler ensemble. Quand on a ces retours-là, en fait, ça nourrit toutes les fois où parfois on se dit oh là là, mais en fait, on est encore là, comment je vais faire Est-ce ça? que tu les imprimes et tu les épingles sur ton bureau, Camille, pour y Mais j'ai penser une dans les petite. jours où ça ne va pas? Oui, alors, je les épingle pas sur mon bureau, mais j'ai un document dans lequel je rassemble tous les retours positifs que j'ai pu avoir, soit en direct, soit de manière indirecte. Et de temps en temps, je me replonge dedans en disant oui, mais voilà, relis tout ça, ou même des retours de collègues. J'ai une collègue la dernière fois qu'on s'est vu, elle me dit voilà, en tant que femme de la communauté queer, mère célibataire, latina, vivant aux États-Unis, merci de prendre la parole, merci de nous donner de la visibilité. Et tout ça, en fait, ça me nourrit, donc je le garde très précieusement. Euh, je le garde très précieusement et ça contrebalance les, les forces potentiellement négatives, ce qui était indiqué dans la question. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est que euh, je n'ai pas pour mission de faire changer tout le monde d'avis dans l'entreprise. Mon rôle, il y a des valeurs d'entreprise, il y a des comportements, des attitudes qu'on veut voir, d'autres qu'on ne veut pas voir. On veut un environnement dans lequel il y a de la diversité, qui est inclusif et qui est sécurisé pour tout le monde, dans lequel tout le monde a une opportunité équitable d'être recruté, d'être promu, de grandir dans son rôle, etc. Moi, je me base là-dessus. Et quand il y a des choses qui sont trop violentes ou soit pour moi, soit qu'on me renvoie trop de colère, en fait, je me dis, mais ça, en fait, ça ne m'appartient pas, quoi. Et souvent, je recentre le sujet dans le contexte dans lequel on est, pour l'organisation, pour pas que ce soit
pour ne pas en faire quelque chose de personnel, en fait. Parce que tout ça, c'est pas à moi personnellement, Camille, que ça s'adresse. C'est juste parce que à ce moment-là, le message que je porte vient titiller les valeurs, enfin titiller ou plus, les valeurs ou les craintes d'une personne. Et sa réaction a été celle-ci. Mais en fait, moi, ça ne m'appartient pas. Donc j'ai aussi, comme on disait quand on préparait, à l'inverse, j'ai aussi une petite boîte où des fois je me dis, bon, alors en fait, que symboliquement à la fin, je me dis, tout ça, ce n'était pas pour moi et je me débarrasse en fait très symboliquement de ce que j'ai pu recevoir de négatif et je me dis, non, en fait, ça, j'en veux pas, quoi. Et pour m'aider à récupérer, alors moi, je marche beaucoup, des fois j'ai besoin de marcher. Et voilà, il y a eu certaines sessions où j'ai eu besoin de beaucoup marcher. J'ai fait plusieurs kilomètres à pied. Après, je me disais, bon, là, clairement, j'ai besoin d'air, donc je vais aller marcher dans la forêt, au bord de l'eau, ou je ne sais Mmh. quoi, voilà, pour évacuer. Monter sur mon D'accord. vélo, revenir. Des choses très, très, très concrètes, mais comme c'est souvent le cas hein, quand on parle de santé mentale, donc effectivement, tu m'avais parlé de cette petite boîte, ce petit Tupperware que symboliquement tu vides à la fin de certains ateliers. Alors il y a des ateliers où il se remplit peu, il y en a d'autres où il est un peu à ras-bord. En tout cas, tu le vides aussi pour symboliquement dire ça n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, et voilà, je l'ai reçu, j'ai accueilli, mais maintenant voilà, je m'en débarrasse tout simplement. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'était une boutade en fait quand je te demandais si les retours positifs tu les épinglais, mais c'est intéressant de savoir que tu as ce fichier. Et je ne sais pas, les autres personnes qui sont avec nous dans la conversation, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais en fait, il y a plein de gens qui font ça et qui ont un fichier dans lequel ils notent tous les retours positifs qu'ils ont. Et c'est vrai qu'on a tendance, mais je pense que notre cerveau fonctionne comme ça, il se focalise sur les retours négatifs et on oublie qu'il y a aussi plein de gens qui nous ont dit, mais c'est super ce que tu fais et ça a changé ma journée. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Il y a autre chose qui m'interpellait dans ce que tu disais, Camille, quand tu disais, j'ai pas pour vocation de convaincre ou de changer enfin oui, voilà, les croyances de chaque personne. Je trouve que ça, c'est un point important aussi. C'est qu'en fait, moi, souvent, je parle du ventre mou. C'est-à-dire que je considère qu'il y a, il y a quelqu'un qui parle du Hall of Fame. J'adore, c'est un peu ça, le Hall of Fame perso. Je considère qu'en entreprise, il y a ces personnes qui sont, entre guillemets, déjà convaincues de ce qu'on raconte. Il y a des personnes qui bougeront pas ou vraiment pas tout de suite. Et donc, voilà, on peut s'épuiser un peu à essayer de justement de les convaincre si c'est ce sur quoi on est parti. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont entre deux. Et c'est celles-là, moi, qui m'intéressent beaucoup, qui sont un peu d'accord, mais pas tout à fait, qui voudraient bien, mais qui trouvent que quand même c'est fatigant, qui comprennent, hein, mais quand même qui comprennent pas tout, qui savent pas trop se situer parce qu'elles entendent plein de choses dans les médias de part et d'autre. Et ces personnes-là, en fait, c'est sur elles que moi je me concentre. Sur des formations, sur de la sensibilisation. Et je pense que le fait de penser à elle et de se dire que chaque fois qu'il y en a une qui, comme tu disais, prend conscience de quelque chose, je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo sur les microagressions et les moustiques, qui compare les microagressions et les piqûres de moustiques, et je l'avais passé à un comex, et je me rappelle de cette personne qui, à la fin, quand on faisait un peu le tour de avec quoi vous repartez, qui m'avait dit, j'ai réalisé que je suis un moustique, que je dois l'être assez souvent même dans la journée. Et en fait, voilà, cette parole d'une personne sur ce comex m'avait accompagné pendant longtemps. Donc oui, effectivement, c'est bien voilà, de se concentrer aussi sur ce qui fonctionne. Il me semble que Camille, tu avais évoqué deux autres choses dans les choses qui t'aidaient. La première, c'était un peu un groupe enfin, je sais pas si c'est un groupe, mais tu disais que, voilà, en prenant ces fonctions, tu t'étais aussi rapproché de pairs qui t'avaient dit, bah, c'est normal, en fait, rien que le fait d'entendre, bah, c'est normal ce que tu vis, en fait. C'est normal que tu sois fatigué, c'est normal que parfois ce soit un peu dur, que ça t'avait fait du bien. Et l'autre chose, si tu veux bien développer un petit peu là-dessus, tu expliquais qu'il y a un ERG qui se monte ou qui s'est monté récemment dans ton entreprise et que ça, c'est quelque chose qui te donnait aussi un peu d'air. Peut-être rappeler aussi ce qu'est un ERG. Je pense que tout le monde, ce n'est pas forcément. Ok, très bien. Oui, en effet, moi je me suis dit, je ne suis pas la seule à exercer cette fonction-là. Je ne suis probablement pas la seule à rencontrer les- ces- cette problématique. Et donc, assez rapidement, et puis je crois aussi en la force de la communauté, donc assez rapidement, je suis allée toquer à la porte de mes pairs et puis ça nous a permis de discuter de où on en est dans nos stratégies respectives, les difficultés qu'on rencontre et de pouvoir
les évoquer avec des exemples concrets, parce que c'est souvent ça, et de dire, ok, bah, toi, comment tu gères? Ah oui, bah, moi, je fais comme ci, tu fais comme ça. Et en fait, d'entendre ou de me rapprocher d'experts et de m'entendre dire, ok, en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est tout à fait normal. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, déjà. Ah, ok, donc je ne suis pas la seule, c'est bien ce que je pensais. Et voilà, ça redonne de l'énergie pour, euh, pour poursuivre en fait. Donc ça c'est moi c'est un de mes et je le fais régulièrement. Euh, oui, je le fais régulièrement. Donc effectivement, chercher du soutien auprès de ses pairs. Le deuxième, donc oui, chez Akineo maintenant, on a des donc les ERG sont des en anglais Employee Resource Groups, donc des groupes de ressources pour les salariés qui ont souvent des regroupements par segmentation, j'allais dire, qui peut être euh, l'identité de genre, qui peuvent être... alors chez nous, il y a les parents, il y a la communauté LGBTQIA+, il y a Keneo Women, les personnes neurodivergentes, il y a plusieurs groupes. Ce sont des groupes qui sont gérés par les salariés. Donc, ils ont tous choisi leur leader ou co-leader, ils sont souvent plusieurs, et soutenus par l'organisation. C'est-à-dire que chez nous, ils ont un budget, ils ont de la place dans les outils de communication interne, ils ont mon soutien sur la coordination, sur des outils, etc., etc. Pourquoi on a choisi de proposer ça chez Akeneo? Euh, Parce que c'est un levier formidable, ça c'était notre conviction. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de démultiplier les visages qui prennent la parole sur les thématiques de diversité et très souvent par des gens qui sont concernés directement. Donc les co-leaders, par exemple, du groupe LGBTQIA+, sont des personnes queer qui ont des engagements et qui ont à cœur de prendre la parole, mais aussi d'expliquer, de partager. Et c'est le cas dans tous les groupes. Tous les groupes chez nous sont ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre l'ERG LGBTQIA+, il s'appelle d'ailleurs et supporter, même si vous ne faites pas partie de la communauté LGBTQIA+. Euh, et donc ça fait qu'il y a plusieurs visages qui vont porter la parole et ça évite l'association de ah bah la diversité c'est le sujet de Camille. Non, la Oui. diversité c'est le sujet de tout le monde et il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, il y a plusieurs personnes qui ERG, Mm. Employee Resource Group. Euh, et, Je vais euh, le mettre dans le chat. et donc, oui, ça fait plusieurs. Et puis, c'est un levier d'action formidable. Là, par exemple, j'étais en train de dire à, à mon chef, en fait, là, maintenant, ils vont plus vite que moi. Forcément, parce ils sont plus nombreux et donc c'est eux qui viennent toquer à ma porte. Ah, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. Et c'est chouette parce que ça crée Ouais, aussi une autre dynamique. On se bien sûr. réunit ensemble et ça. Oui, puis on parlait dans la définition que je donnais au tout début, je parlais d'isolement. Il y a aussi cette Hmm. chose, ce truc de se dire, mais en fait, alors il y a en fonction de l'entreprise dans laquelle on évolue, parfois on a une équipe, mais parfois on n'en a pas, ou assez restreinte, ou alors qui évolue à d'autres sujets aussi. Et donc, le RG, effectivement, ça permet d'avoir, comme tu dis, d'autres personnes qui portent ce sujet. Et donc, en termes de fatigue, forcément, ça peut aider un peu. Je vois le temps qui passe, donc on va accélérer. Il y avait une question qui était comment faire adhérer les managers sur les sujets d'inclusion. Donc, ça rejoint ce que tu disais sur, je veux pas que dans mon entreprise, les gens se disent, quand il y a un sujet d'inclusion, c'est Camille. Et puis, c'est pas moi. Et comment est-ce qu'on fait pour que et chacune se saisisse, en fait, de ces questions-là. Donc, les ERG, clairement, ça peut aider. Je voulais ici apporter très rapidement un témoignage de Christelle, parce que là-dessus, elle disait quelque chose d'assez intéressant. Elle est donc chez Benebono dans une entreprise plus petite que celle où elle a pu travailler avant. Et donc, elle disait que vu la taille de l'entreprise et le niveau de maturité, ce qu'elle a choisi de faire, c'est pas de créer une stratégie diversité et inclusion, mais c'est d'infuser un peu de diversité et d'inclusion dans tout, dans tout.
dans tous les process auxquels elle est impliquée en tant que DRH. Donc, dès qu'il y a un recrutement, dès qu'il y a une organisation d'événements, dès qu'il y a une réflexion sur un onboarding, dès qu'il y a un membre du COMEX ou une membre qui s'en va et donc il faut remplacer, on remplace par un homme, par une femme, hop, là, elle pointe le bout de son nez et elle dit, pour faire ça, moi, je vous apporte le petit, voilà, elle appelle ça la cerise, la petite cerise diversité et inclusion. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant, peut-être inspirant pour certains et certaines d'entre vous, en fonction oui, de la taille des profils de vos entreprises, de se dire, une façon d'impliquer les managers, justement, c'est que la diversité et l'inclusion ne soit pas forcément un truc un peu siloté, c'est un sujet qui est à côté des autres, mais que ce soit juste, voilà, j'infuse en fait dans chacun des autres sujets des réflexes de diversité et d'inclusion. On arrive au bout. J'ai quelques questions que vous avez fautes. Alors, quelqu'un demandait si j'enverrai les slides. Oui, j'enverrai les slides. Est-ce que cette diversity fatigue, elle ne fait pas écho à une fatigue générale, globale, dans le monde du travail aussi? Euh, je, je, je- et là, Camille, interromps-moi. Je pense que oui, et je pense que notamment la question du temps disponible, notamment pour les managers, est un vrai gros sujet. Donc, on retrouve la fatigue un peu partout dans toutes les strates, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison que celle-ci soit, soit épargnée. Question que je trouve intéressante, promis, et après on clôturera. Est-ce qu'on peut parler de diversity fatigue pour les personnes concernées, donc les personnes qui appartiennent à des groupes minorisés et qui, elles, se sentent aussi fatiguées de ne pas avoir de résultats, de ne pas entendre leur voix suffisamment entendue, etc. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce terme aussi pour elles? Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, Camille? Oui, je pense qu'on peut l'utiliser. Et moi, j'en ai rencontré hein, des gens qui m'ont dit oui, enfin, c'est bien gentil tout ce que tu fais, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu plein d'initiatives comme ça et ça donne jamais aucun résultat. Bon, merci de ton partage. Euh, et c'est vrai que ça dépend vraiment du contexte et de l'entreprise. Voilà, selon moi, c'est pas parce que il n'y a pas eu forcément de fruits dans leurs précédentes expériences que il n'y en aura pas sur ce qu'on est en train de faire là. Et c'est pour ça que être en capacité de le mesurer et d'avoir des actes, c'est ce qui me permet en fait de dire, mais en fait, regarde ce qu'on a fait, tac, 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 et regarde les résultats que ça a amené, et puis surtout de rester effectivement ouverte à la discussion. Clairement. Je suis désolée, on va donc s'arrêter ici, même s'il y avait voilà, d'autres questions évidemment intéressantes, mais il faut qu'on vous libère à temps. Je vais envoyer les slides et je voulais juste terminer par, hop, cette slide-ci pour les personnes qui sont encore là. Et hop, et hop. Euh, et que je vais volontairement lire de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces fonctions diversité, inclusion, RSE, QVT, etc., il y a des personnes qui sont bien dans leur basket, bien dans leur fonction, et donc là, j'ai une zone d'influence, je vois que j'ai un impact, donc comment est-ce que je l'étends et comment je vais vers ma zone de peur, parce qu'il y a forcément des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Donc ça, c'est un peu le luxe quand on en est là. Il y a des personnes qui sont bien, ça va, ça se passe bien, mais il y a des désirs encore. J'aimerais bien aller plus loin sur tel sujet. J'aimerais bien trouver tel sponsor à l'intérieur de l'entreprise. J'aimerais bien monter des ERG. Donc là, des zones de désir, comment je les identifie? Et puis, il y a cette situation tout à gauche où je ne suis pas confortable du tout. Et donc là, la priorité, c'est vraiment de trouver ou de retrouver une zone de confort, d'avoir sa propre feuille de route. Si, il y a la feuille de route, la fiche de poste de l'entreprise, mais moi, en tant que personne, quels sont mes besoins aujourd'hui, quelles sont mes envies, donc quelle est ma feuille de route à moi personnelle à l'intérieur de cette entreprise-là, comment je retrouve du confort. Et je le répète, même si ça n'est pas politiquement correct, si ce confort-là, il ne peut pas être trouvé à l'intérieur de l'entreprise, parfois, il faut se dire qu'on va aller le chercher à l'extérieur. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a un marché du travail aussi mais à l'intérieur de l'espace d'action et de pouvoir qu'on a, parfois c'est à l'extérieur qu'on trouve cette zone de confort si à l'intérieur ça ne fonctionne plus. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vous envoie les slides. Il y a un replay aussi. Merci infini, Camille, d'avoir été là. Camille, Christelle ne s'est pas jointe et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu as extrêmement bien géré. Donc, merci beaucoup à toi de Merci à m'avoir toi. accompagné sur ce sujet. Merci tout le Très bonne monde. journée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.